91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 91% Culture, votre rendez-vous du mardi soir et du dimanche midi qui vous donne envie de sortir et d'apprendre plein de choses dans la bonne humeur. Nous sommes le mardi 21 octobre et je vous présente tout de suite ceux et celles qui m'entourent dans le studio aujourd'hui. Quel est le point commun entre une capitale européenne et la tromperie amoureuse ? Eh bien, elles sont toutes les deux au programme de la chronique de Gérald. Oh là là, bien lancé, bien vu. Bonsoir Gérald. Bonsoir à tous. En effet, je crois que tu as résumé le lancement. Alors non, parce que tu nous en avais parlé la dernière fois. Oui. On va pas parler de vol d'œuvres d'art. Pas cette fois-ci, la prochaine fois. La prochaine fois, là, tu inaugures une nouvelle idée de chronique. Tout à fait. Sur en gros, tout ce qui est un petit peu expression de la langue française, les étymologies essentiellement, pourquoi pas quelques règles de grammaire. De grammaire de grand-mère qui viennent de la grand-mère, et voilà, enfin un peu ce genre de choses, et puis surtout comment on s'exprime au sein de l'Académie française. Oh là là. Ah oui, non, là c'est très D'accord. ambitieux. Non, là je vais pousser très très loin. Donc pendant toute la saison, je vais alterner, comme je disais, un coup les œuvres volées parce que j'aime bien ça me passionne, et puis la langue française me passionne aussi. Alors je me suis dit, je fais pas ni l'un ni l'autre, voilà, il y a pas de raison de choisir. Non, et puis ça colle bien deux. avec notre émission, quoi. Exactement, tout à fait. On a hâte d'apprendre plein de choses avec toi. Oui, merci. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Notre invitée est une promotrice de la culture en Essonne. On en reçoit de temps en temps. Elle est précisément chargée des relations avec les publics et à la communication à l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge. C'est Leslie Lafréchou. Bonsoir Leslie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tu étais venue en spectatrice déjà, tu avais vu un peu à Made in Essonne, c'est ça ? Tout à fait, oui. L'émission qui passe le lundi avec les artisans. Un spécial femme. Un spécial femme. Ouais. Ah oui, d'accord. Et c'était en direct, je crois d'ailleurs. Oui. C'était en direct le lundi, tout à fait. Et là, tu es venu nous présenter la saison 2025-2026 de l'espace Marcel Carnet. Espace parce qu'il y a plusieurs disciplines. Tout à fait. Il y a le cinéma. Exactement. On a 3 salles de cinéma et une salle de spectacle vivant. Et on essaye d'arrêter de dire une salle de théâtre puisqu'on ne fait pas que du théâtre. On va avoir des disciplines vraiment différentes. Ça va du cirque à de la magie. Vous avez des concerts, de la danse et bien sûr aussi un peu de théâtre quand même. Donc toi, tu t'occupes pas de la partie cinéma ? Je m'occupe un petit peu de la partie cinéma. En fait, notre équipe, elle est vraiment sur ces 2 lieux, puisque comme tu as pu le voir quand tu es venu visiter, oui. En fait, les 2 lieux sont vraiment collés. C'est une seule et même entité. Et donc, du coup, toute l'équipe s'occupe un petit peu et du théâtre et du cinéma. Mais moi, je suis un peu plus du côté théâtre, même si je participe pas mal aux événements du cinéma aussi. D'accord. Et là, tu es venu nous présenter le programme des spectacles vivants. Tout à fait. Comment tu qualifierais cette saison en quelques mots Ça fait longtemps déjà que tu travailles à l'espace Marcel Carnet ? Alors moi, ça fait 3 ans, je crois. Oui, je crois que ça fait 3 ans. Et par rapport aux autres saisons que tu as vécues, celle-là, tu la qualifierais comment ? Alors celle-ci, pour moi, elle est un peu particulière parce qu'elle est très ouverte sur le monde extérieur, on va dire. Et elle parle beaucoup de transmission et de mémoire, qui est un sujet, moi, qui m'intéresse. On a de plus en plus aussi de spectacles qui sont vraiment très ancrés dans l'actualité et dans les problèmes sociaux. Et donc, des sujets hyper importants à aborder, notamment avec les jeunes qui viennent nous voir, qui viennent voir les pièces de théâtre plutôt. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une saison très importante parce qu'elle appuie sur des thématiques qui m'intéressent particulièrement, que ça soit la place de la femme ou alors la transmission, en fait, d'une génération à une autre, la place de la guerre aussi aujourd'hui et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est plein de petits sujets comme ça qu'on arrive à retrouver dans notre actualité aujourd'hui qui sont importants. Très bien. Et en tout cas, ça donne envie d'en savoir un peu plus. On en parlera tout à l'heure, justement. On détaillera cette saison. En attendant, bienvenue et n'hésite pas à participer à la chronique de Gérald ou aux miennes sur le cinéma. Voilà, sans toi comme chez toi. Avec plaisir. On commence comme d'habitude avec le cinéma, l'actualité du cinéma François Truffaut cette semaine avec un premier événement qui aura lieu le samedi 25 octobre à 16h30. Alors c'est un film qu'on va passer toute la semaine, mais on vous incite à venir le samedi puisque c'est le nouveau rendez-vous du papier à la lumière. Vous le savez, du papier à la lumière, c'est un rendez-vous régulier, on va dire, au cinéma François Truffaut. C'est l'occasion d'inviter Fabien, le Fabien de 91 FM, que vous connaissez et qu'on salue, à l'inviter au cinéma
cinéma pour parler d'un film et de l'adaptation d'un film. Et là, on va parler d'un film d'actualité qui s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol, qui est un film d'animation qu'on conseille à partir de 8 ans. C'est un film qui retrace la carrière de Marcel Pagnol. Le film commence en 1955. Marcel Pagnol a 60 ans et il est contacté par le magazine Elle pour faire un feuilleton littéraire sur sa vie. Pendant qu'il travaille sur ce feuilleton, un petit Marcel va apparaître et va l'aider à se remémorer tous ses souvenirs et tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Alors moi, je n'ai pas vu le film, mais je ne sais pas si ça vous parle, ce procédé. Moi, ça me fait penser au Petit Nicolas. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film, Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ah oui. Où Alain Chabat, je crois il faisait une des voix. Et Laurent Lafitte, Ou- me semble-t-il. Oui, il me semble aussi. Bon. Enfin bref, oui, en tout cas, je vois tout à fait. Voilà, où le petit Nicolas apparaissait comme ça. C'était un petit Ah oui. personnage qui apparaissait dans la vie de l'auteur. Mais là, qui est le réalisateur? Alors là, le réalisateur, il s'appelle Sylvain Chomet. Ah, les triplettes de Belleville. Voilà, D'accord, c'est bien ça. exactement. Ok, j'y étais. Oui, j'ai vu une bande-annonce passer. J'ai très hâte d'aller voir ce film. Oui, effectivement, il a l'air vraiment très particulier par son côté à l'ancienne. Mhm. Donc Sylvain Chomet, c'est donc un réalisateur, tu le disais, qui a réalisé plusieurs films d'animation. Oui. Il a commencé dans la BD et son premier long métrage d'animation, c'était Les Triplettes de Belleville en 2003 Ouais. déjà. Ça date un peu. Hein. Ensuite, donc ça se passait dans les années 60, on suivait trois vieilles chanteuses voilà, qui se trouvaient à Belleville et on évoquait le Tour de France, Poulidor. Exactement. Le On a général de des années Gaulle. folles, si je me souviens bien. Enfin, ça fait plus de 20 ans, alors j'ai plus trop la Alors, il y avait le général de Gaulle, donc à mon avis, oui, c'était plus les années 60. Alors, on est plus dans les années 60, en effet. Oui, c'est vrai. C'est un bon repère temporel. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais j'avais beaucoup aimé, je me souviens. Mais effectivement, Et ensuite, il a fait L'Illusionniste en 2010 oui. autour de Jacques Tati. exact. Et donc là, il revient avec ce projet qui, à la base, était un projet de documentaire. Et ça aurait dû être un documentaire, mais avec juste quelques scènes animées. Et quand, en fait, ils ont fait les scènes animées et qu'ils les ont montrées aux producteurs, ils se sont dit, mais en fait, le meilleur du documentaire, c'est les scènes animées. Donc, autant faire un film d'animation. Et c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans ce film d'animation, en sachant qu'à l'origine du projet, il y a Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol. Donc, c'est vraiment, on reste dans la fidélité, Oui. voilà, à Marcel Pagnol. C'est la première fois que Sylvain Chomet fait un film d'animation parlant. Je ne sais pas si tu te souviens, Les Triplettes de Belleville, Ouais, c'était c'est vrai. pas parlant. Non, c'est vrai. C'était, il y avait quelques dialogues, mais la majorité était muet. Enfin, il y a de la musique, mais il n'y avait pas vraiment de dialogue tout le long du film. Et c'est la première fois également qu'il utilise le numérique. Évidemment, en 2003, en 2010, c'était à l'ancienne. Oui, mais là, selon la bande-annonce, on reconnaît un peu sa griffe, un peu sa patte quand même. Exactement. Sur l'aspect esthétique. Oui, tout à Voilà. fait. Au niveau des acteurs de doublage, on retrouve pareil une fidélité justement à Marcel Pagnol et à son univers, puisqu'on a Vincent Fernandel Ah d'accord, ok. qui oui. interprète... Il y a que des petits-fils, quoi. Alors, il y en a deux. Voilà. Ouais, bon. En sachant que Fernandel, le grand acteur Fernandel, a travaillé avec Marcel Pagnol, Ouais, évidemment, notamment dans le Spoons et dans La fille du puisatier. Alors là, par contre, c'est plus un petit clin d'œil parce qu'elle n'est pas... Vincent Fernandel qui est un comédien. Mhm. Or, elle n'est pas comédienne. Mhm. On a demandé à Véronique Philippona de doubler Hélène Lazareff. Donc, c'est la directrice et la fondatrice de Elle à l'époque. C'est elle qui, dans le film, contacte Marcel Pagnol pour lui demander d'écrire. Et pourquoi on a demandé à une certaine Véronique Philippona de doubler Hélène Lazareff? C'est la fille de. Alors, c'est pas une fille d'eux, Non, non. mais c'est la directrice actuelle du magazine Elle. Ah, oh, toujours. Voilà. Enfin, Ah, non, d'accord. Véronique Philippona. Ah oui, pardon. Et la nouvelle. Donc, on lui a demandé de Ah oui, faire la marrant. voix de sa près C'est marrant, ça fait un sacré clin d'œil, ouais. Ouais, voilà. Je comprends. Ah oui, Exactement. d'accord. Donc on imagine, elle n'a pas un très très grand rôle, mais c'était Ouais, un petit Oui. clin d'œil. Donc on sent vraiment une vraie filiation. Ouais, ils ont Et- voulu faire tout cohérent, avec beaucoup de cohérence. Exactement. Ouais. Et vous aurez l'occasion dans ce film de voir un extrait de La Prière aux étoiles, un film de 1941 qui a une sacrée histoire, puisque c'est un film donc de Marcel Pagnol qu'il avait commencé mais qu'il n'avait pas pu achever. Évidemment, en pleine guerre, il avait des pressions du régime de Vichy. Voilà, il ne pouvait pas monter à Paris parce qu'il était en zone libre. Mm. Du côté de Marseille, on imagine. Ouais. Et donc, du coup, il s'est dit, il y a trop de pression, moi, j'arrête mon film, je garde les bobines, mais j'arrête le tournage.
jusqu'à ce que Continental, je ne sais pas si vous connaissez Continental, qui était le grand studio collaboratif pendant la guerre, a voulu racheter le film. Quand on dit racheter, en plus, avec les pressions, c'est même pas est-ce que vous voulez bien nous vendre votre film. On va vous l'acheter et puis on vous laisse pas le choix. Ouais. Et donc, du coup, Marcel Pagnol, devant ça, il s'est pas démonté, il a détruit la pellicule. Il a dit non, vous n'aurez pas mon travail. Je détruis la pellicule. Seulement, il en est resté des extraits qui n'ont pas été détruits, qui ont été retrouvés récemment. Et donc, on les a intégrés dans ce film, justement, parce qu'on imagine que c'est une période dont on parle, justement, dans le film, dans la carrière de Marcel Pagnol. Donc, voilà, grand monsieur, si on ne connaît pas Marcel Pagnol, voilà. Peu cher. Ça peut être l'occasion de mettre un pas et de découvrir pour ensuite, évidemment, se plonger dans tout ce qu'il a pu faire. Évidemment, il y a La gloire de mon père, Le château de ma mère. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, dans l'émission, on vous parlera d'un autre événement au cinéma, puisque en lien avec la sortie de ce film, on vous proposera de revoir Marius, donc le premier volet de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. Donc du coup, la semaine prochaine, je vous dirai plein de choses sur... La trilogie complète. Sur la trilogie... non, juste sur Marius. Ah, que Marius. Puis on verra, s'il a du succès, oui, voilà, on fera les deux autres. Mais là, c'était histoire pour ceux qui ne connaissent pas, de montrer le premier. On parlait tout à l'heure de voix de doublage également, quand même deux grands comédiens à l'affiche de ce film. Laurent Lafitte. Encore lui. Il est partout de toute façon. Oui. Vous l'avez peut-être vu récemment dans Classe moyenne. Classe moyenne, ouais. Il était l'année dernière dans Le Comte de Monte Cristo. Enfin, voilà, il est un peu partout. Et Géraldine Pellas, qu'on voit un peu moins. Ouais, ça fait un petit moment. Un petit moment. Vous vous souvenez peut-être d'elle dans Les Randonneurs, dans les années 90, avec Benoît Poelvoorde et Karine Viard. Et elle était aussi dans Jeune et Jolie, un des films de François Ozon. Dans Tout s'est bien passé aussi, un autre film de François Ozon. Donc voilà, Marcel et Monsieur Pagnol, ça va retrouver donc tous les jours de cette semaine à partir de demain, mercredi. Mais on vous incite à venir samedi 25 octobre à 16h30 pour donc Du papier à la lumière. Le film d'abord, ensuite un dialogue comme d'habitude entre les spectateurs Fabien de la médiathèque et Julie du cinéma pour en savoir encore plus sur l'adaptation, la façon dont on a retranscrit la vie de Marcel Pagnol à l'écran. Et puis notre Michel, nous prépare aussi une petite lecture. Voilà, elle fait partie du groupe Lecture en partage qui se passe à la médiathèque. Comme quoi tout est lié. La médiathèque, le cinéma, Fabien, Michel, la radio, enfin bref, tout se mélange. Et donc elle vous proposera une lecture d'une œuvre de Marcel Pagnol. Donc le film, le débat et la lecture de Michel. De quoi passer tout est lié. Une belle après-midi. Et donc samedi après-midi, parce que c'est accessible à partir de 8 ans. Donc n'hésitez pas à venir en famille. Voilà pour ce joli film d'animation. On va faire notre première pause musicale avec un extrait de la BO du film Marcel et Monsieur Pagnol. Alors ça va peut-être vous étonner, mais dans Marcel et Monsieur Pagnol, l'un des titres est interprété par un rappeur qui s'appelle... Oxmo, non, c'est pas lui. Non, SCH. Oh alors là, tu m'as perdu là. J'étais moi-même un peu perdu, enfin je connais deux noms. Ah bon ? Oui, j'ai une sœur d'accord, plus jeune que moi. Mélange des genres. Ouais. Voilà, Leslie, tu connais SCH ? Oui, un peu. Oui, un peu. On l'a reçu à Saint-Michel-sur-Orge ? Non, pas encore. Pas encore. Peut-être bientôt, qui sait. Et ce que j'ai appris, c'est que SCH était fan de Pagnol, tout simplement parce qu'il se retrouve en lui. Il est né à Aubagne également. D'accord. Et il a lui aussi dû monter à Paris pour réussir. Donc du coup, il y a un vrai attachement au personnage de Marcel Pagnol. Et donc pour la BO de ce film, il a écrit et composé un titre qui s'appelle Train Mistral. Voilà, et vous allez voir, c'est un bon mélange entre justement le rap, parce que bon, voilà, c'est un rappeur, mais également voilà, un hommage à ses origines marseillaises. On se quitte donc pour un très court instant avec SCH qui nous interprète Train Mistral et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. J'ai quitté ma colline que l'on appelle Garlaban, sous un soleil de plomb, où les hommes parlent en chantant et les tissus blancs sèchent au gré du vent. Adieu, je verse une larme sur le quai, les souliers sur le marchepied du wagon. Les sourires vivent encore et résonnent au fond de mon âme de garçon. Pour définir ce que je suis, les hommes auront sans doute un vieux dicton qui dit que les chiens ne font pas des chats, que l'occasion fait le larron.
Paris m'attend, ma ville aussi. Maintenant que le train s'éloigne, rapetissé. Comme l'espoir des gens d'ici. Comme l'espoir des gens d'ici. Du temps sec, presque rien dans les poches. Sur la capitale, près des bords de Seine, les artistes peintres peignent à l'aquarelle des cathédrales et des tours Eiffel. Quand le jour et la ville se réveillent. Alors c'est de l'aube, je traverse la ville dans ce tramway, derrière la corniche, au bout du monde, avant que les années nous fassent de l'ombre. Comme les voiliers qui quittent le port, je levais l'ancre, la revoir en été, je levais l'ancre, ne plus pouvoir en rêver, en rêver, ne plus pouvoir en rêver. La vie dans chaque soupir, voir défiler les années, ne plus pouvoir en guérir. La Méditerranée, dans sa robe azur, sous son ciel doré. Quand revient l'obscur et des instants figés d'amis sur des vieilles photographies. Flâner sur l'écran, boulevard, entrer seul en taxi. Un peu morose à la routine quand l'hiver me chagrine. Mais je reverrai ma colline. Alors c'est de l'aube, je traverse la ville dans ce tramway, derrière la corniche, au bout du monde, avant que les années nous fassent de l'ombre. Comme les voiliers qui quittent le port, je vais lever l'ancre, la revoir en été, je vais lever l'ancre, ne plus pouvoir en rêver, en rêver. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Après cette découverte, moi je ne connaissais pas du coup SCH, mais je pense que pour les néophytes, c'est une bonne manière de l'aborder, Oui. voilà, avec un texte un peu plus soft, j'imagine, que ce qu'ils chantent d'habitude. Probablement. Probablement. Voilà, c'était SCH, donc que vous retrouverez avec Train Mistral dans la BO du film Marcel et Monsieur Pagnol. On se tourne maintenant vers Gérald, Oui. qui va c'est donc inaugurer sa carrière de Première chronique de sur prof de français radiophonique, on va dire. c'est ça. Pas mal bien vu. Français et histoire. Je suis pas tranquille parce que là, je sors de ma zone de confort. Ah, mais il faut de temps en temps. Bien sûr. Bah oui, moi justement, j'aime ça, prendre des risques et me mettre en danger. En fait, si j'étais un artiste, je ferais tout. Et peut-être n'importe quoi d'ailleurs. mais tu es un artiste, on en parlera sans doute Ouais, bientôt, mais tu Oui. es un artiste. peut-être bien, peut-être bien. Ouais, donc là, je vais vous parler un petit peu de la langue française. En l'occurrence, je vais faire deux. Je commence simple, deux étymologies sur deux mots. Donc, tu l'as dit tout à l'heure pour lancer ma chronique. Une capitale européenne et la tromperie amoureuse. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné. Non, oui, alors moi je vais vous parler quand même de la lettre X. Je vous rassure, rien de cochon dans mes propos. C'est pas mon genre, comme chacun sait. Pas de ça ici. Non. Non, je vais vous parler du X de Bruxelles. Voilà, Ah. Bruxelles. Alors faut-il dire Bruxelles ou Bruxelles? Alors, En moi, tant- avant, je disais Bruxelles parce qu'un X, ça se dit X. Et puis après, j'ai vu que tout le monde disait Bruxelles, donc j'ai C'est changé. pareil. Ah, tu fais pareil? Exactement. Du coup, moi aussi. Mais je reste franco-français, alors moi je dis Bruxelles quand même. Même quand je vais en Belgique, je leur dis Bruxelles. Bon, je me prends 2 tartes dans la gueule, mais je dis Bruxelles quand même. Ou Bruxelles une fois. Mais avec l'accent, ça marche pas trop parce que je sais pas très bien le faire. D'ailleurs, je vais éviter de le faire. Oui, Merci. je t'en prie. Merci pour ton soutien. En toute bienveillance. Donc effectivement, en tant que Français, je dis Bruxelles et en Belgique, on dit Bruxelles. Bon, la plus vieille attestation du mot est Bruxella, ça date de 966 après Jésus-Christ, ça veut dire la demeure du marais. Bon, peut-être qu'il y avait Shrek dedans, je sais pas. Ou Shrek, non, il n'y a pas de X. Ah, j'ai essayé de chercher, il n'y a pas. Dans Bruxella, on entend donc le X. Et c'est bien pour cela qu'on y met un X en 1125. Voilà. Donc étymologiquement, dire Bruxelles, c'est correct une fois. Oui.
Bon, je crois que je vais pas continuer. Mais je peux pas m'empêcher. J'adore faire des accents pourris. C'est pas grave, vas-y, sors de ta zone de confort. Ouais, t'as raison. Je me lance et je glisse. Vas-y. Cela dit, en 1125, toujours, on y met le X, mais certains le prononceront Bruxelles, puisque cela fait 900 ans que l'on dit Bruxelles en Belgique. Pourquoi garde-t-on le X en France ? Eh bien, vers le XVIIIe siècle, c'est l'orthographe qui nous a influencés. En France, on voit un X, on dit X partout. On prononce presque toutes les lettres, selon les régions hein, aussi. Oui. Je sais que dans mon sud-ouest natal, je prends toujours cet exemple, il y a une ville qui s'appelle Naï, N-A-Y. Les Parisiens, ou en tout cas au-dessus de R sur Adour, on dira Né. Chez nous, on dit Naï. Voilà. Donc là, le X de Bruxelles, eh ben, on dit Bruxelles. Et beaucoup de Français diront Bruxelles. Effectivement. Donc les Belges, eux, l'écrivent de deux manières différentes, le S ou le X. Mais ils prononceront toujours Bruxelles. exact. Donc c'est par conservatisme que les Belges garderont parfois le X à l'orthographe, mais seulement pour faire joli. C'est tout. Sinon, c'est 2 S. Donc, parce que tu verras sur les panneaux, les panneaux routiers, quoi, Oui. mais tu verras souvent là-bas les deux orthographes. D'accord. Mais eux, ils disent Bruxelles, mais on peut l'écrire aussi Bruxelles, mais ils diront Bruxelles de toute façon. Ça change rien à la prononciation. Absolument pas. C'est juste pour faire joli le X, quoi. Mhm. Donc, on va pas leur en vouloir à nos amis belges. Le X est une lettre flexible. On prononce X dans sexe. Mais Xe dans exemple, on le prononce ze dans dixième et ce dans 10. Oui, c'est vrai, j'avais Bah. cet exemple de 10 où effectivement, pareil, on dit pas Dix. Non, on dit pas Dix, sinon tu as l'air de quoi Bah, d'un Belge peut-être. Ouais, voilà, exactement. Et donc, nos amis belges pourraient bien nous remettre à notre place car Bah oui. on prononce ce dans Auxerre, qui est aussi une ville. Mais pas en Belgique, on est bien d'accord. Ah, il y a le X. Oui, le X, on dit pas On dit pas Auxerre. Ah si, on dit Auxerre. Bah, on dit les deux, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on peut dire Auxerre. Ouais, On dit Auxerre, on Ouais. dit Auxerre, ouais, voilà. D'accord. ok. Donc voilà, donc pour finir, eh ben, que l'on prononce Bruxelles ou alors Bruxelles, nos amis belges resteront à nos yeux un peuple toujours aussi chaleureux et accueillant, Oui. tant qu'ils continuent à faire de la bonne bière. Hein. Et ben voilà, fin de ce sujet aussi bête. En tout cas, voilà, moi, pour y avoir été plusieurs fois, je vous conseille d'aller à Bruxelles. Et voilà. Ils m'ont contaminé. Parce que c'est une ville incroyable, parce que c'est à la fois une capitale européenne, et puis la capitale, il y a le Parlement européen, enfin. Et c'est une ville où on se sent bien, on se sent comme chez soi, c'est tout petit. Enfin, C'est vrai. il y a un côté bon Il y a enfant. un et, côté puis, village. Hein. et puis la Grand Place, elle est juste. Ouais. Enfin, vous arrivez, vous êtes là. oh, Non. Et c'est t'es jamais allé à absolument Bruxelles magnifique. Non, malheureusement. Ah bon? Ouais. Ah, et, à l'occasion, c'est Mais pas c'est- si loin. Donc, Non, c'est pas loin. un Et, petit week-end, il y a- à Bruxelles. Il y a énormément de choses à voir. Ouais, Mince, ça y est, je l'ai plus. Notre Tour Eiffel à nous, leur. le Mannequin Le Peace, Mannequin Peace. Alors, ils ont le Mannequin Peace, c'est vrai, mais il y a. l'Atomium, Voilà. que je n'ai pas vu. Non. Et Ah, moi, je l'ai visité. c'est pas à Bruxelles même, si. C'est un tout petit peu excentré, ouais, Ouais, d'accord. je crois. Je crois que je l'ai vu de loin depuis une terrasse. Ouais. Non, mais ça vaut le coup de le visiter. Mm. Ça fait un peu futuriste, c'est un peu hors du temps, quoi. D'accord. Dans cette chose-là. Voilà, c'est sympa. Donc voilà, fin de ce sujet bête comme chou de Bruxelles. Oh, bravo. Voilà. Est-ce que je passe à l'autre? Allez, Bon, comme on dit. on reste dans le X, non? Tromperie amoureuse, non? Ouais, pas loin, mais bon, c'est pas. Voilà, un adulte sur deux a déjà trompé son conjoint. Bon, Ok. là, Bien. nous sommes trois à la table. Moi, je sais que non, donc il en reste un sur deux. Voilà, je veux pas. Bon, Bon, on avance, Gérard, on perd du temps là. il y en a un qui se sent concerné. Bref. Je sors de ma zone de confort. En plus, il s'est mis beau gosse, notre cher Simon. Mais n'importe Il a quoi. Bon. les cheveux qui poussent un peu, la barbe en forme de pluie. Franchement, Je ça signale que change je gère tout. le montage, tout ça va être coupé. Mince, dommage. Ah, moi, je voulais te faire des compliments. Et Non. je prends quand même. Ah, t'as mais- changé de look, mais ça te va bien. T'es mignon. Bah, on teste des choses. Ouais, eh ben, écoute, ça te va bien. Donc en tout cas, adulte, donc pour revenir sur le mot adultère, donc adulte et adultère, c'est très proche, n'est-ce pas? Oui. Donc, on peut penser que c'est la même étymologie. Eh bien non. Adulte vient du latin altus, lui-même participe passé du verbe allere, qui veut dire nourrir, alimenter, mais aussi faire grandir, élever, d'où les mots altitude et hauteur.
Ah, altitude et adulte, c'est la même. Ouais, j'aurais pas pensé. Voilà, Ah ouais, on vient d'accord. du voilà, altus, adulte, Altus, adulte. Ouais, altitude, hauteur. d'accord. Donc, en ajoutant à altus le préfixe ad, donc qui indique la direction, est né le mot adultus. Voilà, donc grandir vers. Vert, Voilà. d'accord. Pour donner ensuite adulte, c'est-à-dire celui qui a grandi. Voilà. Alors que l'adolescent, lui, est encore en train de grandir. Bon, de adulte et adolescent est né un mot valise dans les années 80. Tu vas le deviner, mon cher Simon. Adolescent. Oui, ça te ressemble un petit peu. Un adulte, donc, qui conserve le comportement d'un adolescent. Qui n'a pas grandi. Dit, dit notre cher Simon avec sa veste à capuche. C'est ma fête ce soir. Ouais. On en parle de ta veste de rappeur là Ouais. Ouais, ça marche. Tu t'es mis en look SCH. Ouais, avec la marque à 3 bandes, on va pas la nommer. Voilà. Mais alors, en revanche, le mot adultère ne vient pas de adaltus, attention, mais de ad altéré, donc vers un autre. Et cet Ah. altéré a donné le verbe altérer, ER. Donc, et altérer, ER, veut dire corrompre, dégrader. Oui. Voilà. D'ailleurs, autrefois, vers le XVIIe siècle, altérer voulait dire avoir soif, comme moi maintenant d'ailleurs, et être en manque d'eau. Voilà, d'où le verbe de se désaltérer. Altéré. Voilà. Est-ce que là, vous me voyez arriver, mon cher Simon? Non, Ok, mais c'est normal, je vous perds un peu. à l'étymologie, pour ça n'a vous- jamais trop été mon truc, donc, mais j'apprends des choses. Mais c'est intéressant. Très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. L'altération caractérise aussi l'adultère. Car si dans les faits, ça consiste à aller vers une autre personne, littéralement, l'adultère, c'est le fait d'altérer, d'abîmer le serment de fidélité donné à l'autre. D'accord, je vois. Ça y est, on y est. On y est. Donc, le lien entre l'adulte et l'adultère, moi, je ne sais pas si je suis clair. En tout cas, je m'efforce d'être fidèle à l'étymologie. Bien joué. Très bien. Ah, bon, et alors j'en avais une petite dernière, que si tu veux, si on a le temps. Allez. Bon, alors je vous dis pas, c'est une expression, je vais vous la faire deviner. Ah, très bien. Top. J'adore les jeux. Voilà. Ah, bah voilà. Je vais essayer de vous la faire deviner. Et alors n'hésitez pas à me couper, à m'arrêter. Voilà, si vous trouvez, vous pouvez même C'est à la buzzer. rapidité. Il n'y Voilà. a pas de buzz, mais Bon, on lève la main. voilà, vous levez la main si je vous regarde. Alors, la persévérance et la stabilité sont des éléments de conservation, tandis que l'agitation et l'inconstance ruinent et déconsidèrent les individus comme les nations. Tiens. Ce proverbe signifie qu'un homme qui change souvent de profession parvient rarement à la fortune. De même, une nation s'affaiblit par elle-même, en changeant trop souvent de gouvernement. Oh là 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 là, ça me rappelle quelque chose, ça. Je sais pas, on y est en plein dedans, là, non? Donc, la longue pratique d'un métier ou d'une profession est une condition et une garantie de succès. Ça, c'est la première étape. Vous n'avez pas? Il n'y a qu'une étape là. Ouais. Non, je ne l'ai pas du tout. Moi non plus. Les individus inconstants qui quittent une occupation pour courir après une autre, non seulement n'acquièrent aucune expérience, mais encore perdent peu à peu la faculté d'appliquer. Je vous Rien ne écoute. sert de courir, il faut partir à point. Oh, on n'est pas loin, mais c'est pas ça. Alors, j'ai peut-être un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Non plus. Donc, les individus inconstants qui quittent une occupation pour courir après une autre, non seulement n'acquièrent aucune expérience, mais encore perdent peu à peu la faculté d'appliquer leur esprit à n'importe quel travail. On l'a toujours pas. Au XVIe siècle, on disait, là vous allez capter, pierre souvent remuée de la mousse. Leslie. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et voilà, on y est. Bravo. Je vais finir l'explication. Bravo. Ouais. Pierre souvent remuée de la mousse, née vêlée, c'est-à-dire revêtue. Ce vieux proverbe est la traduction littérale d'un dicton grec employé d'abord par l'auteur Lucien. Ne me demandez pas qui c'était. Et passé depuis dans la langue latine saxum volutum non obtusitur musco, ce qui signifie la pierre roulée ne se recouvre pas de mousse. Nous trouvons donc dans la même langue un proverbe analogue. Ça va être dur. Saepius plantata arbor fructum profert exigum, ce qui se traduit ainsi. Arbre transplanté souvent n'a jamais fruit abondant. Donc on revient. Ah oui, on revient toujours à la même voilà. métaphore de la nature. Exactement. Un poète latin,
appelé Martial à exprimer la même pensée dans les mots suivants. Je me suis vraiment mis un défi. Quis ubique habitat, nusquam habitat, dont voici la traduction. Celui qui habite partout n'habite nulle part. Gresset, poète français du XVIIIe siècle, a composé sur ce sujet ce joli quatrain. Je vous le sors pas en latin, je vous rassure. Dès qu'on perd trop à courir le monde, très rarement en devient-on meilleur. Un sort errant ne conduit qu'à l'erreur. Mainte auteur de science profonde. Voilà, bon, c'est le quatrain du XVIIIe siècle. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais Bon, bref, ça veut dire Pierre qui roule la masse mamousse. Voilà, c'est ça que ça veut dire. très bien. Donc, comme conclusion de ce qui a été dit précédemment, on peut émettre cette idée que l'on s'enrichit guère à courir après le monde. Et on peut même ajouter, pour l'intelligence de ce proverbe, que la pierre, nue de sa nature, gagne en se garnissant de mousse, parce que celle-ci devient pour elle comme un vêtement ou une parure. Joli. Et là, j'ai pas de jeu de mots pour la fin. Non. Très bien. Est-ce que tu sais si les Rolling Stones se sont inspirés de ce Ils auraient pu, proverbe? parce qu'eux, ils sont restés constants, effectivement, et ils ont gardé leur même esprit. Ils n'ont toujours pas fini de rouler. Et ils n'ont toujours pas fini de rouler, exactement. Tu vois, je pense que tu as raison. Peut-être qu'ils ont gardé ils sont inspirés de ce proverbe. Bah, sans doute, effectivement. Bien vu. Mais c'était bien cette petite devinette à la Perfouras. Là. C'était tout aussi C'est difficile. Hein. cryptique. Ouais. Ah ouais, oui, c'était... oui, c'est sûr que à lancer comme ça, c'était pas simple. Bah, je vous en referai d'autres. Bah oui, avec Si plaisir. ça vous va, et Bah, chers je reviens, auditeurs alors. aussi, n'hésitez pas. Bah oui, Pardon. tu es la bienvenue. Leslie, du coup, va devenir une fidèle. Ah ben ouais, bien sûr. Ah bah oui, je reviens juste pour ça. Hein. Très bien. Et ben justement, en parlant d'une future auditrice régulière, je propose à tous nos auditeurs de mettre des likes, tout simplement. Bah oui, Voilà. tout à fait. Mais oui, bah, c'est très intéressant. On a appris plein de choses. Alors, mais tu avais fait du latin? Pas du tout. En cinquième, peut-être. Parce que ça, c'est vrai que pour l'étymologie, Oui, quand on oui. fait du latin, Oui. ça simplifie quand même Oui, vachement les choses. Hein. Tout à fait. Moi non plus, j'avais pas le niveau pour le latin, du coup, j'en ai jamais fait. Alors, mais, petite dédicace à ma femme Sabine, que tout le monde connaît ici maintenant, Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. qui a fait donc des études de linguiste. Et du coup, c'est vrai que toute cette idée aussi vient aussi un peu d'elle, parce que elle a fait beaucoup de latin. Et alors, pas de grec, mais elle s'y connaît un peu. Et ce qui fait que les étymologies, c'est un peu son truc. Et c'est vrai que cette aussi idée de faire une chronique là-dessus. Alors, je vais piocher des choses sur Internet et chez des influenceurs Mhm. et influenceuses. Donc, tout n'est pas que de moi, ça vient pas que de mon esprit, malheureusement. Mais voilà, donc je suis assez inspiré, et notamment à la maison, quoi. D'accord, très bien. Et ben, on salue Sabine et on la remercie pour Et moi aussi. t'inspirer parce que nous, ça nous renseigne beaucoup et on apprend plein de choses. Eh ben, il y en aura d'autres. Super. Petit choix musical, c'est pas les Rolling Stones, ça aurait pu. Ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai que ça, c'est vrai. Mais non, c'était trop simple. Ouais, Soyons plus inventifs. ouais, exactement. Je vais vous faire connaître quelqu'un qu'on connaît peu, mais on a peut-être entendu parfois ses chansons, ses musiques, voilà, sur des radios un petit peu, pas forcément généralistes, des radios un peu spécialisées, mais donc je vais vous présenter Bachar Mar Khalife. Voilà. Voilà, merci Simon. Avec le titre Lemon. Avec le titre Lemon, voilà. Voilà. Vite fait, un petit mot sur lui. Ah ben avec rapidement. plaisir, oui. Bachar Mar Khalife, qui est né en 1983 à Beyrouth. Beyrouth, c'est au Liban, hein, pour les incultes en géographie comme moi. Fils de Marcel Khalife, oudiste et chanteur réputé, ça c'est important de savoir, parce que la musique lui a été transmise par son père. Il part à Paris avec sa famille à l'âge de 6 ans, bon, à cause de la guerre au Liban évidemment à cette époque-là. Une formation classique, Conservatoire national supérieur de Paris, de musique de Paris. Intérêt pour les percussions et les musiques traditionnelles libanaises très fortes chez lui. Voilà, il a des influences avec le jazz, la musique classique, le contemporain, l'électro, musique du monde, bon, tradition arabe beaucoup. Et ces albums mêlent beaucoup de poésie, de nostalgie, et puis encore une fois, il y a des textes arabes, des chansons traditionnelles. Il reste un peu dans ce délire-là. Alors, c'est pas chiant, hein, je vous rassure, hein, c'est vachement inspirant, c'est très onirique, hein, tout ce qu'il fait. En tout cas, une bonne partie. Il a composé une musique de film comme L'amour, c'est surcoté, ça vous parle? Je n'ai pas vu ce film. Je n'ai pas vu, mais on l'a passé au cinéma, oui, tout Ouais, à fait. Une Hakim comédie avec Laura Felpin. Et, Ouais, Hakim Gemini, voilà. Gemini. Un film de Mourad Winter, cette année, là. Ouais. Bon, et puis il aborde plutôt des thèmes récurrents comme voilà, l'exil, la guerre, la nostalgie, l'identité, la mélancolie, mais aussi également, heureusement, un peu d'espoir et de la beauté du monde. Voilà, quand il y a des choses tristes, il y a des choses gaies aussi, heureusement. Et il mêle bien tout ça dans sa musique.
Un style très personnel, un peu inclassable. Et voilà, donc il fait des mash-up entre l'acoustique et le piano, l'électronique, les percus. Toujours le chant en arabe, ça revient beaucoup. Et il a un grand sens de la poésie. Voilà, je voulais vous présenter un peu cet artiste D'accord. méconnu, mais que les initiés connaissent. Et que tu as vu en concert récemment? En concert récemment, effectivement, un piano-voix. C'était onirique. Ouais, donc pareil, un artiste à aller voir en Oui. concert, si vous vous renseignez, il est peut-être en tournée. Oui. En Voilà. tournée partout dans le monde, mais aussi en France. D'accord. Aussi en France, oui, bien sûr. Donc voilà, si jamais il passe à côté de chez vous, on vous incite évidemment à aller le découvrir. Exactement. Bachar Marc Khalife. Marc Khalife, et on découvre tout de suite le titre Lemon, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره محلك يا ليل القمر لما حبيبي زار يميني هز القمر وعنيدي يا بدره زهر الليمون عالشجر هز القلوب الحجر نواره لما بدر شميت هوا عطره طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره محلك يا ليل القمر لما حبيبي زار يميني هز القمر وعنيدي يا بدره زهر الليمون عالشجر هز القلوب الحجر نواره لما بدر شميت هوا عطره طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره De retour dans les studios de 91 FM pour la suite de 91% Culture après cette découverte. N'est-ce pas Merci Gérald de nous avoir... Là, je vous ai fait découvrir quelque chose un peu dynamique de ce que fait... Oui, on sent l'orientalisme. Totalement. Voilà, Oui. dans ce titre-là en tout Et cas. un peu rythmé, un peu... Ouais. voilà. Sinon, là, son dernier album, c'est vraiment piano-voix. D'accord, Et c'est pas du tout le même style, quoi. très bien. Voilà. Donc on rappelle Bachar Marc Khalife. Tout à fait. Voilà, c'était Lemon, mais on vous invite à découvrir voilà, tous ces autres titres et à le guetter près de chez vous en concert. Carrément.
On va de nouveau parler cinéma avec le deuxième événement au cinéma François Truffaut de Chili Mazarin qui aura lieu dimanche, donc le 26 octobre à 18h. Un film de patrimoine dont on a parlé récemment à cette antenne à l'occasion de la sortie de Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, c'est le film... Leslie, je Avec sens. Godard. Sur Godard, Sur effectivement, le film de Richard Linklater qui retrace le tournage du film À bout de souffle, donc avec Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg. Et bien nous, on vous propose tout simplement, si vous avez déjà vu Nouvelle Vague ou si vous ne l'avez pas encore vu, de voir l'original, de revoir l'original sur grand écran, À bout de souffle, le film de 1960. Donc le premier film de Jean-Luc Godard, tout premier, qui était encore à l'époque critique au cahier du cinéma. Cahier du cinéma, oui. Voilà. Donc on vous propose de venir le voir. Il y aura également une rencontre avec Sylvain Lefort, qui est enseignant en histoire du cinéma et conférencier. Il pourra vous en dire beaucoup plus sur ce film. Et il a l'habitude de faire des quiz. Il était déjà venu au cinéma, il avait fait un petit quiz. On s'est dit, s'il fait des quiz, on va prévoir des cadeaux. Donc voilà, il y aura des petits cadeaux à remporter en plus. Alors, déjà, quelqu'un l'a vu À bout de souffle? Il y a longtemps. Gérald, il y a longtemps. Oui. Pas en 1960 quand Non, même. pas à cette époque-là. Je pense quand j'étais peut-être ado, un truc comme ça. Quoi. D'accord. Leslie, ça te parle? J'ai honte, je l'ai jamais vu. Ah, mais moi non plus, donc il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas de souci. C'est l'occasion. Voilà. Exactement. Et puis c'est bien de le voir au cinéma. Ah oui. Moi, c'est toujours ce que je dis, les films de patrimoine. J'ai pas toujours une grande culture cinématographique, mais parce qu'en fait, moi, je n'aime pas découvrir les films à la télé. Je trouve que un film, peut se revoir à la télé avec plaisir, mais ça se découvre au cinéma. Et donc, j'ai pendant longtemps augmenté ma cinéphilie en fréquentant tous les ciné-clubs un peu partout. Dès que j'en trouvais un, voilà, j'y allais et j'ai découvert Le Mépris, par exemple, de Godard. Ah ouais, d'accord. J'ai découvert, voilà, sur grand écran. Mais tous les ciné-clubs du monde ne pourront pas rattraper. Il y a tellement de films à voir, tellement de chefs-d'œuvre que voilà, il y a des films effectivement que j'ai pas vus et je pourrais les voir sans doute sur les plateformes ou voilà, il y a sans doute possibilité de trouver des DVD, des trucs. Mais comme tu es anti-plateforme, toi. En plus, ça aide pas. Hein. Non, ça aide pas. Hein. Donc bon, je vais quand même vous en parler. Les petites infos que j'ai récoltées. Ouais. Déjà, de quoi parle À bout de souffle? C'est l'histoire de Michel, qui est un voyou marseillais. C'est une émission très marseillaise. C'est vrai. Cette semaine. Un peu cher. Ouais, c'est très mal fait, mais au moins. Entre Marseille et Bruxelles, on trouve Chili Mazarin, donc c'est parfait. Chili Mazarin entre les deux, ouais, ça marche. Donc Michel, c'est un voyou marseillais qui arrive à Paris et qui vient pour retrouver Patricia, une étudiante américaine avec qui il a une liaison. Michel, c'est Jean-Paul Belmondo, Patricia, c'est Gene Seberg. Comment est né ce film? En fait, Godard travaillait au cahier du cinéma avec un autre futur réalisateur. Jacques Rivette. Non. Enfin, peut-être, oui, mais... Enfin, non, je ne l'affirmerai pas, mais... Moi, non, bon. Un plus connu, qui est connu pour être passé de critique à réalisateur également. Je suis sûr que je le connais. François. Ah, François Truffaut, mais voilà, oui, exactement. Ah oui. Et c'est quand Godard a vu Les 400 coups qu'il s'est dit, mais moi aussi, je peux faire du cinéma. Si mon collègue critique réalise un film, pourquoi pas moi? Et donc, du coup, il a décidé de réaliser À bout de souffle et il s'est inspiré, tout comme Truffaut, d'un fait divers réel. C'est-à-dire que Les 400 coups, c'est basé sur un fait divers réel et À bout de souffle également. Donc, c'était plus simple comme ça au niveau du scénario. Il embauche du coup Gene Seberg, qui était un petit peu connue. Elle avait interprété Jeanne d'Arc pour Otto Preminger dans Sainte Jeanne d'Arc. Ok. Et elle avait tourné Bonjour Tristesse, qui avait été quand même d'Otto Preminger aussi, qui avait été l'adaptation d'un roman qui avait eu tellement de succès. Donc, elle était vraiment cataloguée, elle était identifiée, on va dire, par le public. Alors, au début, ça s'est très très mal passé. Parce que elle débarque dans la nouvelle vague. Elle arrive d'Hollywood et elle débarque dans la nouvelle vague avec tout ce que ça occasionne d'approximation, ouais. Voilà. C'est le cinéma de l'à peu près, ouais. Exactement, tout à fait. Et donc, elle a pensé à arrêter dès le premier jour, en fait. Oui. Non seulement sur le style du tournage, mais également la personnalité de Godard. Elle ne le supportait pas au début. Oui, la nouvelle vague, en fait, ils en avaient marre de faire des films de scénaristes. Ils voulaient faire maintenant des films de réalisateurs. C'est un nouveau mouvement, de façon à ce que les réalisateurs sortent et ils vont enfin filmer dehors dans la campagne. La réalité, se rapprocher le plus près de la réalité. Tout à fait. Voilà, exactement. Voilà. Et donc ça, la Miss qui vient de Hollywood, elle n'est pas forcément, elle a eu du mal. Ouais. Et puis Jean-Luc Godard, c'était un personnage. Oui, aussi, ouais. Un aspect négligé. Ce qui l'intriguait beaucoup, il regardait jamais dans les yeux. Donc c'est vrai que quand on est actrice, il faut qu'on se donne, entre guillemets,
à son personnage, voilà, qu'on soit à l'écoute du réalisateur, de ce que veut le réalisateur. Quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, c'est difficile d'avoir une vraie relation avec la personne. Et donc, pour vous dire un peu, donc tu parlais de la nouvelle vague, moi j'ai trouvé un témoignage de Raymond Cochetier, qui était le photographe de plateau sur À bout de souffle et qui nous raconte comment se passait le tournage. Tout d'abord, avec Jean-Luc Godard, tout était improvisé ou presque. On tournait dans les rues, dans les chambres d'hôtel, avec juste quelques lampes éclairant le plafond, sans prise de son directe. Godard écrivait ses dialogues sur une table de bistrot, soufflait leurs textes aux comédiens pendant les prises et arrêtait le tournage quand il n'avait plus d'idées. Le délire complet pour les tenants du cinéma classique. Mais la nouvelle vague était en train de naître. Donc on voit bien à quel point c'était la naissance de quelque chose, c'était l'improvisation totale. Et donc pour des comédiens qui avaient besoin d'un cadre, c'était pas évident. On va parler également de la musique jazz, qui avait été créée par un pianiste de jazz, Martial Solal. Ah oui, oulala. Tu connais ? Très connu. Ouais, Ah oui. et recommandé à Godard par Jean-Pierre Melville, parce qu'il avait déjà travaillé avec Jean-Pierre Melville auparavant. Et en fait, il a eu carte blanche. En fait, Godard lui a envoyé un montage, enfin, il lui a montré un montage presque final du film, en disant ça va ressembler à ça. À peu près. Fais-toi plaisir. Ouais, mais après, c'est du jazz, donc on peut, Voilà. on peut se lâcher. Hein. Et ça fait penser aussi un peu à Ascenseur pour l'échafaud, Ah oui. où il est connu que le compositeur Miles Davis avait improvisé la musique. Il a regardé le film de bout en bout et en voyant le film, il a enregistré la musique. Et à la fin, voilà. Il n'y a eu rien eu à y retoucher. Ouais. Donc là, la musique, carte blanche, donc il a fait ce qu'il a voulu, Martial Solal. Alors on suppose, même s'il ne s'est jamais vraiment expliqué là-dessus, que Godard n'a pas été très satisfait par ce résultat, parce qu'il n'a plus jamais fait appel au service du compositeur. Il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas, mais il s'est dit que finalement, il aurait peut-être pu le laisser un peu moins carte blanche pour avoir ce qu'il voulait, mais là, il a voulu le laisser libre d'interpréter comme il a voulu. Ça n'a pas empêché Martial Solal, tu le disais, d'avoir une belle carrière Oui, après, après ça, oui. puisqu'il a travaillé avec Henri Verneuil, Jean Cocteau et même Orson Welles. Donc, un mois de tournage, fin été 59, pour une sortie en 1960. Et l'action se passe, pareil, c'est un classique de la nouvelle vague, l'action se passe au moment du tournage. C'est-à-dire que quand vous voyez le film, c'est vraiment ce qui se passe en 1959. Et on le sait parce qu'on a dans le film, qui est tourné du coup à Paris, et ben on nous dit que le président américain Eisenhower visite Paris. Et si on regarde, effectivement, en été 59, le président Eisenhower a bien visité Paris. Oui, d'accord. Donc du coup, c'était aussi le côté, on va inventer une histoire. On se base sur un fait divers réel. Ouais. On est dans des vrais décors et on prend ce qui se passe autour de nous dans l'actualité pour construire ce film. Donc c'est pas un documentaire, mais on s'en rapproche vraiment beaucoup. Film interdit aux moins de 18 ans à sa sortie. Oui, Alors pas de scène, je rassure sulfureuse. les spectateurs qui viendront voir, c'est pas... Ouais. Aujourd'hui, on dit film interdit aux moins de 18 ans, on imagine des choses horribles. Ah oui. Là, pas du tout, c'est juste que la psychologie du voyou marseillais, Ah. pour les autorités de l'époque, était un pouce au crime. C'est-à-dire, on disait, oh là, les jeunes, s'ils voient ça, ils vont avoir envie. Alors, en plus, je vous spoil pas, mais bon, il y a un peu de violence quand même. Enfin, il se passe des choses, voilà. Oui. Donc, voilà, c'est pour les autorités de l'époque, c'était vraiment une incitation au banditisme. Donc, disaient, non, on va pas montrer ça aux jeunes. Donc, interdit aux moins de 18 ans. Quand même, beau succès, plus d'1 million d'entrées. Donc, gros succès malgré cette interdiction. Et une récompense prestigieuse pour Jean-Luc Godard, pour son premier film, on le rappelle quand même, puisqu'il a eu l'Ours d'argent de la meilleure réalisation au Festival de Berlin, donc en 1960. Donc, c'est un grand classique qu'on vous propose de venir voir, voilà, que vous ayez vu Nouvelle Vague et que ça vous ait donné envie de voir l'original, ou que vous n'ayez pas encore vu. Du coup, vous voyez d'abord À bout de souffle, puis après, vous voyez les coulisses. Parce que Nouvelle Vague, c'est vraiment ça. C'est une sorte c'est tourné comme un making-of du film et on voit comment il s'est construit. Donc, ça peut être hyper intéressant de pouvoir comparer. Donc, c'est le dimanche 26 octobre à 18h au cinéma François Truffaut. Et aujourd'hui, c'est interdit aux moins de 18 ans encore ? Non, il n'y a plus d'interdiction maintenant. C'est vraiment... C'est ouvert à tout. C'est ouvert parce que vraiment maintenant, les interdictions sont plus basées sur des images. Sur des images vraiment de violence, et puis pour moins de 18 ans, de toute façon, c'est pornographique. Ah oui, d'accord. Oui, je crois. Hein. Moi, j'ai jamais vu... Je crois qu'il y a un film d'horreur, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans qui est sorti, qui était interdit aux moins de 18 ans, mais c'est extrêmement rare. Généralement, c'est moins de 16, les films d'horreur, vraiment... Oui. Voilà, vraiment gore. On a eu la nuit de l'horreur au cinéma François Truffaut le week-end dernier. Et c'est vrai qu'il y a souvent un film interdit aux moins de 16 ans, parce que vraiment, vous en ressortez pas bien, même au niveau de l'ambiance. Ça peut être au niveau de l'ambiance, pas forcément des images, mais de l'ambiance. Mais en général, c'est interdit aux moins de 12.
D'accord. La majorité des films interdits, la majorité des films ne sont pas interdits. Mais ceux qui sont interdits, c'est généralement moins de 12 parce que il y a une ou deux scènes vraiment choquantes qui peuvent. Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du film Muganga sur ce médecin, ce chirurgien au Congo, je crois, Oui, c'est ça. voilà, qui opère les femmes qui ont été victimes de viols de guerre. Et il y a une ou deux. Enfin, c'est interdit moins de 12 ans, ce qui est pour un film, entre guillemets, un peu social, voilà, Ouais. qui dénonce quelque chose. C'est pas un film d'horreur, quoi. Non, C'est- non. C'est vraiment Non, quelque chose de. non, mais il y a des images un peu chocs. Mais il y a des images, C'est ça. notamment la première scène, et les gens ressortent. Enfin, Ah nous, oui. on a eu au Voir de cinéma la des gens. réalité, quoi. Voilà, on voit la réalité Mm. en pleine phase du viol de guerre, de ce que ça peut être. Et donc, du coup, là, c'est interdit au moins de 12 ans. Juste parce qu'il y a une ou deux scènes vraiment qui peuvent marquer. Il faut moins de 12, 11 ans. Avec un enfant qui est en 6e. Enfin, c'est Ouais. quand même un. Ouais, ouais. On sait que les enfants grandissent de plus en plus vite avec les générations, mais il faut se remettre à qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui a 11 ans. Enfin, Ouais. c'est quand même très, très petit. Et ensuite, moins de 16, là, c'est vraiment des films d'horreur avec vraiment une ambiance ou quelque chose qui vous rend vraiment pas bien, quoi. Donc voilà. Donc là, non. Vous pouvez venir le voir à n'importe quel âge. On vous incite juste pas à devenir comme le personnage de Michel, hein, à voler une voiture, à faire des choses, voilà. Mais il n'y a pas la censure d'avant. Non. On fait confiance à l'intelligence des spectateurs qui disent pas en sortant de ça, moi je vais devenir un voyou moi aussi. Et voilà. Bon. Petite pause musicale pour terminer cette chronique avec une découverte. L'occasion de vous parler d'un ancien invité qui était venu il y a 2 saisons maintenant, Mawena Lawson, qui est un réalisateur qui fait partie du collectif Bande de Ciné et qui va bientôt réaliser un clip. Et il m'a envoyé le titre de la chanteuse pour qui il va réaliser ce clip et j'ai beaucoup aimé. C'est de la chanson française que moi j'aime bien. Voilà, une jolie voix, une belle mélodie, voilà, des paroles qui peuvent concerner chacun. Voilà, il y a un côté un peu réel aussi. On reste dans la nouvelle vague, un côté nouvelle vague de la chanson française, le côté qui peut nous concerner. Ça s'appelle Timide. Voilà, donc ça va parler à tous les timides, je pense. Et c'est signé Tello, donc une jeune chanteuse qu'on espère. Du coup, j'ai dit à Mawena, mais évidemment, on va passer sa musique et on espère la voir au micro dans pas longtemps. Voilà, une jeune chanteuse qui débute avec ce titre Timide qu'on écoute tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture. Je suis au comptoir du bar, bonne musique, très jolie salle. Puis je croise ton regard, merde, 30 secondes, mon cœur s'emballe. J'ai chaud, mais il est trop tard, tout se bouscule dans le mental. Me cacher derrière sous le comptoir et qu'on éteigne les lumières de la salle. Je crois que je suis timide, j'ose pas regarder les gens. Et si ça arrive, je leur souris si bêtement. Je me cache sous des verres pour calmer un court instant le cœur qui s'accélère dans ces drôles de moments. Quelques minutes plus tard, nouvelle ambiance, je me resserre à boire. Je croise encore ton regard, je prends mon verre et vais te voir. J'ai chaud, mais il est trop tard, tout se bouscule dans le mental. Le but c'est pas de faire trop d'écart, tenter ce soir c'est déjà pas mal. Je crois que je suis timide, j'ose pas regarder les gens. Et si ça arrive, je leur souris si bêtement. Je me cache sous des verres pour calmer un court instant le cœur qui s'accélère dans ces drôles de moments. Je voudrais me cacher et disparaître sous la buée de la fenêtre. Je
De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Donc après, mon coup de cœur, voilà, c'était Tello avec Timide. Donc l'occasion de saluer Mawena et de l'inviter à revenir nous voir avec cette jeune chanteuse. Et on a hâte de découvrir le clip qu'il va réaliser pour ce joli morceau. On se tourne maintenant vers notre invitée, Leslie. Rebonsoir. Rebonsoir. Donc Leslie, on l'a dit, tu travailles à l'EMC, donc l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge. Tout à fait. En lien avec les publics, la communication. Petit point rapide sur la façon dont tu es arrivé à l'espace Marcel Carnet. Tu as toujours travaillé dans des lieux culturels Alors, j'ai un parcours un peu... C'est quoi ton Atypique. diplôme? Oh là là, non. Non. Oui, un petit peu atypique. En fait, moi, j'ai une formation de design à la base. D'accord. Donc, rien à voir bah avec non, le rien à voir, spectacle ouais. vivant, ni même le cinéma. Je souhaitais travailler le bois et faire des meubles. Voilà. Ok. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. Et en fait, j'ai repris des études pour faire de la médiation culturelle. Et c'est là où je me suis intéressée au public en situation de handicap sensoriel, mais aussi handicap psychique et mental. Et mon premier job a été dans une superbe association qui s'appelle le Théâtre du Cristal, qui est situé dans le 95 à côté de Cergy. Et donc, le Théâtre du Cristal avait pour vocation de faire en sorte d'ouvrir la culture, l'accès à l'art et à la culture aux personnes en situation de handicap, ce qui correspondait à la fin de mes études, et avait aussi une troupe de théâtre de personnes en situation de handicap. D'accord. Vous avez sûrement aperçu quelques-uns des comédiens dans le film d'Artus, notamment Marie. Un petit truc en plus. Exactement. Ouais. Marie qui joue dans ce film-là et qui est toujours au Théâtre du Cristal. Donc j'ai commencé là-bas. Et donc du coup, grâce au Théâtre du Cristal, je me suis ouverte au spectacle vivant. Et c'est là où j'ai commencé à aimer cet art vraiment de manière un peu folle. Et tu as voulu travailler dedans et... Travailler dans le milieu du spectacle vivant, tout à fait. D'accord. Mais entre-temps, je suis allée travailler en médiathèque avec l'une de vos animatrices. Quoi aussi, du coup Oui, donc c'est Delphine qui fait aussi l'émission Passion Livre. Passion Livre, je crois aussi qu'elle est dans 91% Made in Essonne, Oui. il me semble. Et Tout à fait. voilà, qu'on salue effectivement une des animatrices bénévoles de 91 FM. Exactement. Donc j'ai travaillé 1 an avec Delphine. Et puis les livres faisaient partie de ma passion aussi, mais le spectacle vivant m'a manqué. Et donc du coup, j'ai commencé à postuler dans l'Essonne parce que je viens de l'Essonne et que j'avais envie de revenir dans l'Essonne. Et j'ai postulé à l'EMC et j'ai été prise. Et j'ai adoré tout de suite ce lieu parce que la programmation m'intéressait énormément, que je la trouvais très actuelle, très vivante, très joyeuse. Et en même temps, ça parlait de sujets qui m'intéressaient. Et qu'en plus, l'équipe est géniale. Donc, on D'accord. travaille avec des gens avec qui on s'entend bien. On a envie de faire toujours plus et c'est vachement chouette. Exactement. Et se donner à fond, surtout pour un lieu aussi, que de le faire connaître, de le faire vivre Ouais. un maximum. Donc je disais, ça fait 3 ans maintenant que tu Oui, je as crois que c'est 3 intégré l'EMC. Quel est ton métier en quoi ça consiste? Est-ce que tu participes à la programmation dont on va parler? Pas vraiment à la programmation. En gros, D'accord. je suis chargée de communication et de relations avec les publics. Donc la communication, moi, mon rôle, c'est de raconter un peu ce qu'on fait, ce qu'on programme, mais qui on est aussi. De donner envie aux gens de venir... Exactement. Et de nous connaître aussi. Parce Voilà. que l'idée, c'est aussi de montrer ce qu'on fait en dehors de la diffusion de spectacles vivants ou de films, puisqu'on va avoir des résidences d'artistes, par exemple, pendant les vacances. On va avoir des ateliers avec les jeunes. De l'action culturelle. De l'action culturelle, exactement. Donc tout ça, il faut communiquer dessus. L'idée, c'est que tout le monde soit au courant de ce qu'on fait, de faire passer nos idées aussi, j'imagine. Et la relation publique, c'est d'être présente pour le public, de répondre à leurs besoins, de faire en sorte que les soirées et les journées se passent bien. Et ça, Donc tu es sur le terrain quand il y Ça, a c'est génial. des soirées de spectacles vivants. c'est ça. Tu accueilles les gens. J'accueille les gens, je peux être derrière le bar, je suis en salle. Et puis, le plus intéressant, c'est quand même de faire la sortie des spectacles
où en fait, dans le MC, on a un bar qui s'appelle Chez Marcel, qui est ouvert que les soirs de spectacle vivant, et on invite tout le monde à venir prendre un verre, voilà, à s'asseoir, à discuter. Et donc du coup, là, on peut discuter avec le public de ce qu'on a vu, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé. Et ça, c'est quand même le plus sympa du job. Ouais. C'est quand même la rencontre avec les gens, que ce soit le public ou les artistes. C'est hyper intéressant, c'est hyper chouette de pouvoir partager tout simplement et de discuter. Donc Je ça suis fait partie totalement- de mon boulot. Bah, c'est chouette. c'est un chouette boulot, effectivement. Exactement. Moi, pour travailler du coup au cinéma, moi aussi, l'une des choses que je préfère, c'est justement être à la sortie des spectateurs. Quand les spectateurs s'arrêtent pour discuter, pour donner leur ressenti, voire des fois pour échanger avec des gens qui connaissent pas du tout, mais ils viennent de voir le même film. Des fois, c'est des films qui se terminent un peu, mais j'ai pas compris la fin, vous avez compris quelque chose, vous. Et des fois, des dialogues comme ça se créent à la sortie de la salle. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est magique, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est là où l'art peut rassembler des gens, justement, Exactement. qui Des ne se gens connaissaient avec pas, mais qui d'un qui, coup ont envie Mais c'est un lieu, d'extérioriser, quoi. un lieu d'échange, quoi. Exactement. Exactement. C'est un peu l'idée à du fait. lieu de vie, un Mm. peu convivial, et on rencontre des gens qu'on potentiellement n'aurait pas rencontrés dans notre vie de tous les De jours. tous les jours, tout Même à si fait. maintenant, ma vie de tous les jours, c'est ça aussi, donc c'est assez cool. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, la rencontre, et ça, c'est vraiment un côté de mon travail que j'adore, quoi. Oui, les gens entre Ouais, eux, ils vont parler du film ou de la pièce de théâtre qu'ils ont vue, enfin le spectacle, alors qu'ils se croisent dans la rue, ils se disent même pas bonjour. C'est ça. Voilà, exactement. C'est ça qui est marrant dans ce genre de lieu. Ouais. C'est des lieux culturels, des lieux d'échange qui sont essentiels dans nos vies, quoi. Et c'est ça qui donne envie d'y aller aussi, Et oui. c'est de se dire, plutôt que de rester et de voir Oui. le même film à la télé, sur sa plateforme, dans son canapé tout seul, Mhm. et ben, je vais sortir, je vais y aller. Peut-être qu'en sortant, je vais rencontrer quelqu'un. C'est ça, je Et à vais force- rire, je vais pleurer avec des gens que je connais pas Voilà. dans Ouais, la salle, et c'est ça. c'est génial. Et peut-être qu'à force d'y aller, bah, du coup, je vais me faire des amis parce que moi, je vais au cinéma, je sais pas, tous les dimanches soirs, et bah, tous les dimanches soirs, il y a quelqu'un d'autre qui y va aussi. Et du coup, voilà, ça peut créer du lien, quoi. C'est ça qui est beau. Mm. Et au niveau des artistes, du coup, il y a aussi, tu sens c'est ça qu'ils viennent chercher aussi dans ce genre de lieu. Ils aiment bien rencontrer J'ai leurs l'impression. spectateurs. Ouais. J'ai l'impression, oui, parce qu'à l'EMC, on a donc des résidences d'artistes. Donc, on a des artistes qui viennent souvent quand le public n'est pas là pour travailler, pour créer leur prochain spectacle, pour écrire, etc. Et la plupart du temps, on va essayer d'ouvrir une fois, de temps en temps, au public, s'ils veulent venir voir, jeter un petit coup d'œil, un petit peu la petite souris qui passe voilà, son œil dans la salle de spectacle pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est que le travail d'un metteur en scène, d'un comédien, d'un costumier, peu importe. Ou Et metteuse en scène, ou mais- costumière, oui, ou c'est comédienne. vrai. Et puis, j'ai l'impression en tout cas que le public qui vient chez nous, à l'EMC, est toujours hyper heureux le public, pardon. Les artistes sont toujours hyper heureux de pouvoir échanger avec le public et aussi avec nous, avec l'équipe technique. Il y a une espèce d'ambiance où on vit tous un peu ensemble. Par exemple, quand il y a des résidences et que ça dure une semaine, les artistes vont manger au même endroit que nous, qui sommes là tout le temps. Donc, il y a des liens comme ça qui vont se créer et des habitudes qui vont se prendre. Et c'est vraiment une petite colonie de vacances, mais qui travaille, quoi. D'accord. Et, donc, c'est hyper agréable. Et c'est vrai que les artistes, je pense, aiment bien venir chez nous, quoi. Et ça peut peut-être voilà, leur ouvrir l'esprit pour justement créer également. Et on sait que les artistes, ils prennent un peu chaque moment de vie pour s'en servir pour leur création. Donc ça peut aussi peut-être les inspirer. Ouais, tout à fait, ouais, c'est possible. Alors parlons de cette saison, la saison du coup 2025-2026 qui a commencé là en octobre, Oui, début octobre. début octobre. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Enfin, il y a énormément de choses. Donc on va pas Plein de choses différentes. passer en revue tous les spectacles. Non, mais elle reviendra. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Tu reviendras, spécialement quand Gérald viendra faire des quiz. Voilà. Ah, j'ai dit que je revenais pour le prochain quiz. Eh ben, on t'informera et tu seras la bienvenue. Mais voilà, si on devait citer quelques spectacles, quels sont ceux que tu nous recommanderais? Alors, moi, il y en a un en particulier que j'attends, qui s'appelle La Crise. Donc, c'est une adaptation du film de Colin Serrault, Oui. film assez
connu, reconnu, on va dire. Oui, des années 90, je Ouais. dirais. Oui, par là, ouais. Très connu pour la tirade de Maria Pacôme. Qui est incroyable. Qui est Maintenant incroyable. que je suis mère de famille, Mhm. je la vois différemment, cette tirade. Voilà, avec, on va citer également Patrick Timsit, Vincent Vincent Lindon, Lindon, ouais. Zabou Bretman. Ah oui, Zabou. Enfin, énormément. Michel Larocque, je crois aussi, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, grand film, effectivement, voilà, sur... Qui est très actuel, en fait. Enfin, qui date... Alors, en tête, j'avais fin années 80, mais c'est sûrement 90. Peut-être que oui, c'est dans ces Enfin, c'est années-là. dans ces Ouais. années-là. Mm. Et en fait, c'est extrêmement actuel. Ça parle encore de sujets d'aujourd'hui. Et surtout, en fait, là, ça a été adapté donc par Jean Lermier, Théâtre du Carouge, qui l'a retranscrit sur scène. Donc, moi, je l'ai pas vu encore sur scène. Donc, vraiment, c'est pour ça aussi que je l'attends pas mal, parce que j'ai vu le film et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur scène. J'ai vu des morceaux, bien évidemment, puisqu'on a la chance de pouvoir avoir des captations ou des teasers des spectacles. Donc, j'ai vu quelques morceaux. Ça a l'air absolument hilarant, et surtout la mise en scène, la scénographie est toute particulière. En fait, c'est des images qui sont projetées, c'est des images dessinées qui sont projetées pour créer le décor. Et après, il a vraiment repris le film avec les mêmes dialogues. Il y a quelques petits changements sur, par exemple, les noms des politiciens. Voilà, il a mis un peu au goût du jour. Ouais. Exactement. Mais sinon, tout le reste reste les dialogues de Colin Serrault. Donc, j'ai hâte, comme pas possible, de voir ce spectacle-là. Ce sera le 5 et le 6 novembre. Tout à fait. Et juste avant, on a la chance d'accueillir Colin Serrault elle-même en masterclass au cinéma, donc du côté du cinéma, le dimanche 2 novembre à 14h, où elle va parler un peu de son travail, de sa filmographie. Et à la suite de ce rendez-vous avec Colin Serrault, on va diffuser La Belle Verte. Et puis, belle distribution, 8 comédiens. C'est pas tout le temps qu'il y a autant de monde, justement, sur scène. Donc voilà, la crise, c'est les 5 et 6 novembre en soirée à 20h30. Tout à fait. On dira à la fin comment réserver, comment se renseigner sur les autres spectacles. On fera un petit point. Il y a également de la chanson. Vous accueillez des concerts, notamment un grand monsieur de la chanson. Oui, j'ai hâte aussi de le voir. Alors, j'ai beaucoup vu son fils, enfin beaucoup, j'ai vu quelques fois son fils. C'est une grande famille d'artistes. On connaît le fils, on connaissait la maman. On connaît la maman. Voilà. On fait un peu du teasing, là, on a toujours pas dit le nom. Non. À vous de deviner. On accueille Louis Chédid à l'EMC avec son nouvel album qui s'appelle Rêveur. Donc un grand nom et un grand showman de la musique française. Je ne l'ai jamais vu sur scène. Je n'ai vu que son fils, ce qui est déjà donc M, très bien. Pour ceux qui ne sauraient pas. M, pardon. Et pareil, ça va être un moment un peu poétique, un peu suspendu dans le temps. Louis Chédid, ça reste un grand nom de la musique française, donc j'ai assez hâte de le voir avec tous ces musiciens. Et juste après, on va accueillir Fada Freddy, qui, alors, lui est un musicien et chanteur sénégalais qui va venir avec ses chœurs. Oui. Et c'est très impressionnant parce que la musique est faite avec le corps et les chœurs. Et donc, ça va être ces personnes qui vont taper dans les mains, taper sur leur corps. Et c'est ça qui va créer cette musique. C'est hyper joyeux, c'est hyper dansant. Beaucoup de rythme. On va vraiment pouvoir faire la fête. Et ça aussi, j'ai un petit peu hâte. Et se réchauffer parce que ce sera le début de l'hiver. Donc, du coup, voilà, ça sera la chaleur... La chaleur sénégalaise qui viendra s'emparer de l'EMC. C'est ça. On rappelle les dates. Donc, Louis Chédid, c'est le samedi 29 novembre à 19h. Oui. Et Fada Freddy, jeudi 4 décembre à 20h30. Ouais. Donc, deux concerts très différents. Exactement. Mais voilà, c'est tout, j'imagine aussi l'éclectisme que vous recherchez, de pouvoir avoir différents univers qui se croisent. Tout à fait. À l'EMC, c'est un peu ça qui est chouette aussi, c'est que dans la programmation, on va forcément trouver quelque chose qui nous
touche plus ou qui nous intéresse plus, mais ça nous permet aussi de s'ouvrir sur des choses qu'on connaît moins. Et donc du coup, en effet, c'est ce que je disais au début d'émission, c'est que on passe du théâtre au cirque, à la danse, à la magie, au concert, mais dans chacune de ces disciplines-là, on va avoir des choses aussi très différentes. Voilà, on a eu en début de saison Tyrick Mandel, qui est un incroyable chanteur, un jazzman américain. On va arriver sur Louis Chédid et puis Fada Freddy. On en a pour tous les goûts. Exactement. Et puis c'est l'occasion de découvrir. Au pire, on vient, on passe 1h30, 2 heures de spectacle. Et puis, si on ne connaît pas, ça peut permettre comme ça de se laisser découvrir. Il n'y a rien de mieux que d'y aller en disant je ne connais pas, mais c'est là où on fait les plus j'ai belles envie de découvrir. Et voilà, et c'est là où justement c'est encore plus réjouissant de se dire quand on va voir un chanteur qu'on suit, qu'on connaît, qu'on sait qu'on adore, on reste dans sa zone de confort quelque part, c'est agréable, mais il n'y a pas ce côté waouh, incroyable. Je ne savais pas que c'était comme ça. Donc justement, c'est ça le but de ces structures-là, c'est de pouvoir offrir des choses très différentes et de pouvoir justement pousser à la découverte. L'année prochaine, donc en 2026, il y aura également de la danse avec du coup la compagnie Diptyque. Oui, c'est un spectacle que j'ai déjà vu, que j'ai hâte de revoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est pluridisciplinaire, donc on fait aussi de la danse. On va avoir différents types de danse, un petit peu comme pour les concerts. On va avoir du ballet, de la danse plus contemporaine. Et là, Diptyque, c'est du hip-hop contemporain, on va dire. D'accord. Je pense que c'est le spectacle le plus impressionnant que j'ai vu en danse pour l'instant. C'est un spectacle qui reprend un fait divers qui s'est passé au Moyen-Âge, je ne pourrais pas vous dire exactement la date, vers Strasbourg, où la population s'est prise d'une folie de danse, une espèce de transe, et ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce que certains meurent, en fait, à force de danse. D'épuisement. Du coup, la compagnie Diptyque est partie de ce fait divers-là et a recréé cette espèce de transe dans ce spectacle. C'est hyper impressionnant parce que ça marche. On les voit vraiment en transe. Alors, ils dansent, attention. Ça danse très, très bien, mais ils sont en transe et ils nous embarquent avec eux. J'ai jamais vécu cet envoûtement total. C'est une troupe avec... ils sont assez jeunes, je pense, les danseurs, et ils nous embarquent comme ça. Au bout de 10 minutes de spectacle, on a envie d'être avec eux sur scène, on a envie de danser avec eux, et en même temps, c'est une ambiance qui est toute particulière et qui peut nous mettre un peu mal à l'aise au début, peut-être lié à la musique ou à la lumière, je sais pas. Oui, il y a des jeux de lumière, d'après ce que je... Ouais, il y a des jeux de lumière assez impressionnants. On est vraiment dans l'univers qui font partie de l'ambiance, justement. Exactement, qui aident justement à se plonger dedans, et un côté un peu mystérieux. Même la scénographie qui est elle est très simple, très efficace, mais du coup on plonge à 100%. Donc je recommande, et en plus c'est un spectacle qu'on fait avec un festival qui s'appelle le Festival Essonne Danse. D'accord. Je sais pas si tu connais ce Non, je connaissais pas. Moi, la danse, c'est pas la discipline vers laquelle j'ai vu quelques spectacles. C'est pas la discipline vers laquelle j'ai plus tendance à aller. Eh ben moi non plus. Et ce spectacle-là, c'est mon coup de cœur de la saison, vraiment. Parce que j'avais l'impression de ne pas comprendre exactement la danse, de pas saisir ce que je voyais. Ouais. Et là, vraiment, mais il faut vraiment aller le voir. D'accord. C'est vraiment impressionnant. Et donc, le festival Essonne Danse, en fait, c'est un festival qui regroupe 21 structures dans lequel vous allez avoir des spectacles de danse. Et quand vous allez voir un spectacle de danse dans une de ces structures, vous repartez avec une petite carte qui vous permet d'aller voir tous les autres spectacles dans toutes les autres structures au tarif le plus bas des structures. Ok, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Oui, le côté fidélité fait qu'on a droit au tarif réduit de chaque structure. Le tarif le plus bas, effectivement. Tout à fait. Donc ça peut, et donc du coup, j'imagine que c'est différents styles de danse. Oui. Aussi, il y a beaucoup de diversité. De danse contemporaine, mais pas que. D'accord. Nous, on va aussi accueillir Baté Fado, qui est la danse portugaise. D'accord. Qui est mis au goût du jour. Mais il y a beaucoup de styles de danse différents. Donc, il faut juste aller sur le site du Festival Essonne Danse pour aller voir un peu toutes les structures, et vous pourrez voir après toute la programmation. D'accord. Et petite question, c'est quel genre de musique sur lesquelles ils dansent, du coup? Parce que c'est important. Des percussions. On imagine le côté très
percussion, trance, le côté Il y a très un petit rythmé. peu, ouais, il y a un petit peu ce côté percussion, rythme un peu sourd, mais c'est beaucoup de l'électronique aussi. D'accord, Ouais. ok. Ouais. Ça peut faire peur un peu cette musique-là, mais en fait, ça fait partie De l'expérience. de l'expérience et du fait qu'on est complètement plongé Oui. avec eux dans cette espèce de transe. Au bout d'un moment, on Oui. n'entend pratiquement plus la musique. Ça fait comme à la fin, ça fait presque comme notre battement de cœur. Enfin, on est vraiment D'accord. avec la musique. J'ai vraiment adoré ce Bah, ça se spectacle. sent. Hein. Tu transmets en tout cas tout. Moi, alors, samedi 11 avril, je sais pas ce que vous faites, mais moi déjà, je le coche. Hein. Samedi 11 avril à 19h, voilà, pour le grand bal de la compagnie Diptyque. Et puis du théâtre également, en fin de saison. La guerre n'a pas un visage de femme. Oui. Incroyable spectacle aussi. Incroyable spectacle, On va d'accord. croire que j'aime toute la programmation. Non, là, c'est qu'une petite... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus. Hein. Exactement. Mais là, c'est vrai que l'important, c'est que tu donnes envie, que tu portes les spectacles que tu... Moi, j'ai vu des trucs, je vais vous en parler après, une petite heure à moi. Donc, la guerre n'a pas un visage de femme. Alors, La particularité de cette pièce... Oh, oula, il n'y en a pas qu'une, j'ai l'impression. Cette pièce, alors elle était en création. Donc, quand on programme des spectacles en création, c'est tout simplement des spectacles qu'on n'a pas encore vus puisqu'ils sont en train d'être créés. Oui, voilà. Donc, on mise sur un texte, sur une intention, sur une scénographie. Sur des artistes peut-être qu'on sur suit. des artistes qu'on connaît. voilà. Là, il y avait un peu tout ça à la D'accord. fois, puisque la metteuse en scène s'appelle Julie Deliquet. C'est une artiste qu'on a déjà reçue plusieurs fois. Donc, on connaît son travail. Et puis, c'est adapté, La guerre n'a pas un visage de femme, est adapté d'un livre du même nom, d'une écrivaine biélorusse. Je vais pas D'accord. essayer de dire son nom parce que je vais l'écorcher, j'ai pas du tout envie de l'écorcher, qui a eu un prix Nobel de littérature d'ailleurs pour son œuvre. Et elle raconte, en fait, elle a interviewé des femmes biélorusses, ukrainiennes, russes, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, 20 ans plus tard, qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale. Et sur scène, du coup, vous avez ce panel de femmes toutes différentes qui ont toutes participé à cette grande guerre. Et vous avez une journaliste, une comédienne qui incarne une journaliste et qui va leur poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme en temps de guerre. Et c'est hyper intéressant parce que ça soulève plein de questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors bien sûr, au regard de ce qui se passe en Ukraine, il y a forcément un parallèle à prendre, mais il y a aussi plein d'autres sujets sur la place de la femme dans un milieu d'hommes, sur le fait qu'on n'attendait pas ces femmes au front, et donc du coup, elles n'avaient rien pour elles, pas de vêtements à leur taille, rien n'était fait pour elles. Et donc là, vous avez 8 ou 9 femmes, je me souviens plus, sur scène, dans un décor absolument somptueux, magnifique, qui reprend un appartement communautaire. Et elles racontent, dans un espèce de dialogue entre elles, avec la journaliste, ce qu'elles ont vécu. Et c'est hyper fort, c'est hyper dur, et en même temps, on rigole aussi. D'accord. Elles arrivent à nous faire rire de situations qui sont quand même terrible, et on en sort complètement bouleversé aussi parce que ça touche à l'intime, et c'est très bluffant. Et les comédiennes sont incroyables aussi. Julie Deliquet, la metteuse en scène, est une excellente metteuse en scène, mais les comédiennes sont aussi incroyables. Elles incarnent vraiment ces femmes-là. On a vraiment l'impression d'être face à ces femmes-là. On n'a pas l'impression qu'elles jouent, on a l'impression juste qu'elles nous racontent leur histoire. D'accord. Et c'est assez fou. Ouais. C'est en ce moment au TGP, je crois. D'accord, très bien. Encore. Et vous avez précisé dès 14 ans, parce qu'il y a un vrai côté, pour des adolescents, ça peut être aussi intéressant de se plonger au-delà des livres d'histoire, de ce qu'on peut apprendre au collège, au lycée. Là, il y a un côté vraiment très humain des gens qui ont vécu... On parle pas vraiment de la guerre, on parle des humains à la guerre. Et ça fait toute la différence. Et la répercussion qu'il peut y avoir sur... Puis on parle aussi de l'après la guerre. Ça, on parle très peu aux étudiants, j'ai l'impression. C'est vrai. Aux lycéens, aux collégiens. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il en reste? Parce que bon, l'armistice est signé, c'est super, c'est fini, mais les souffrances et les traumatismes et tout ça, ça ne s'arrête pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a laissé? Parce que c'était des femmes, elles avaient des enfants, certaines. Elles n'ont pas emmené leurs enfants au front. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Donc il y a tout ce sujet-là. Il y a aussi le sujet de la famille. Alors si on a mis 14 ans, c'est aussi parce qu'il y a des sujets qui sont
difficiles, qui sont Oui, durs. par en dessous, quoi. Voilà, Enfin, ça en peut être- dessous, c'est plus compliqué. c'est plus compliqué. Mais je Voilà. pense qu'il y a un côté justement très sur l'éducation, Et- puis ouais. un peu féministe aussi, parce que comme tu dis, des femmes dans un monde d'hommes, on peut pas dire que depuis 45, oui, l'armée s'est féminisée, mais voilà, il y a quand même un côté un peu. Ouais, et puis il y a tout ce sujet de la disparition des femmes des livres d'histoire. Et là, Mhm. c'était clairement le cas. Alors pareil, faut se remettre à l'époque, c'est l'URSS. Bien sûr. Et c'est le gouvernement, la politique qui a souhaité les effacer. Mhm. Les livres d'histoire, elles n'avaient pas le droit d'exister, elles n'avaient pas d'existence propre en tant que soldats. Ouais. C'était même pour certaines une honte, pas pour toutes bien évidemment, mais c'était devenu une honte. Elles étaient plus bonnes à marier, elles étaient plus bonnes à être D'accord. mères de famille. Donc il y a tout cet enjeu-là aussi qui est important encore aujourd'hui et qui, je pense, reste actuel. Et donc c'est un sujet qui, en effet, pour les adolescents et les adolescentes peut être très intéressant. Mais même pour les adultes, Oui, bah bien sûr. comme moi. À tout âge, de toute façon, Exactement. on apprend des choses. Donc la guerre n'a pas un visage de femme, ce sera le 17 avril, le vendredi 17 avril à 20h30. Moi, j'ai vu d'autres choses. Évidemment, on ne peut pas parler de tout, on n'a pas le temps, mais il y a une représentation de l'Avare de Molière par le Théâtre de la Tempête. L'Avare, ça va être très drôle parce que on demande au public de venir avec un objet, un vêtement, peu importe, qu'ils vont venir donner aux comédiens sur scène parce que les comédiens ont besoin de ça pour construire le spectacle. Ah, super. Sinon, ils font le spectacle nu. Ramener Pas des- complètement nu, mais voilà, ils ont besoin d'objets et de vêtements pour construire l'Avare. Ah, Donc, c'est passionnant. Cette question de possession aussi, on est obligé, nous, en tant que public, de leur donner quelque chose. D'accord, il y a un côté participatif quand même. Exactement. Donc le dimanche 22 mars à 16h, il y a une création musicale, jeudi 19 février, la bande originale de nos vies, Oui. qui a l'air très intéressante aussi par Eugénie Ravon. Une artiste qu'on a déjà reçue plusieurs fois à l'EMC. Et c'est justement, ça fait partie des créations qu'on a accompagnées. Et donc, son idée, c'était de travailler avec différentes générations de femmes pour qu'elles racontent un peu la bande originale de leur vie. Donc, c'est comment est-ce qu'une musique a changé le cours de Voilà. leur vie ou a accompagné tout simplement une période de leur vie. Donc, c'est très, très intéressant aussi. Les fameuses Madeleine de Proust, ces musiques Ouais. qu'on réentend. Et puis, On en a toutes. dès qu'on les entend, on rebascule 20-30 ans en arrière. C'est Et ça. voilà. Et puis, voilà, encore des. Alors moi, je vois les grands noms, on va dire, et Juste la fin du monde aussi. Ouais. Grand classique de Jean-Luc Jean-Luc Lagarce. Lagarce. Voilà, avec notamment le film de Xavier Dolan Ouais, qui a aidé exactement, aussi ouais. à le populariser. Mm. Le Roi Lear également, Mhm. voilà, à partir de 13 ans, le jeudi 22 janvier. Enfin voilà, énormément de choses. On vous incite à aller vous renseigner. Alors, comment on peut se renseigner sur la programmation et réserver? Alors, le plus simple, c'est que ça reste notre site internet. Donc, c'est emc91.org. Et puis après, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et sinon, vous pouvez aussi passer nous voir, parce que ça fait toujours plaisir de discuter avec les gens. Aux heures d'ouverture du cinéma, le cinéma est ouvert plus longtemps que le théâtre. Oui, on c'est va pas dire. jusqu'à 23h, j'imagine. Exactement. Mais vu que l'équipe travaille et au cinéma et au théâtre, on pourra être là pour répondre à toutes vos questions. Il y a des abonnements qui existent. Vous pouvez, voilà, j'imagine, avec un tarif réduit, prendre plusieurs réservations. Exactement. On peut, Et vous avez même un abonnement qui vous permet d'aller voir tous les spectacles. voilà, et on peut déjà réserver, par exemple, le dernier, c'est le jeudi 4 juin, Ep. Ah, On tout peut à fait. déjà réserver aujourd'hui pour le 4 juin. Bien Toute sûr. la saison est, Ouais. est ouverte, donc Et en voilà. plus, Ep, ça va être très drôle et c'est un karaoké dessiné et ça va être notre présentation de saison. Donc c'est le moment où on va De la saison présenter prochaine. Voilà, la saison prochaine. Vous allez avoir les artistes sur scène qui vont vous raconter et puis après on mange ensemble et il y a une bonne ambiance. Donc Voilà, donc il y a faut venir. les spectacles et puis il y a toute l'ambiance, évidemment. On vous incite donc fortement à aller découvrir le MC si vous ne le connaissez pas. Et voilà, et à noter dans vos agendas voilà, les différentes dates. Merci beaucoup, Leslie, d'être venue partager justement cette saison. Merci à vous. Et C'était un puis, plaisir. tu es la bienvenue pour
pour revenir en cours d'année, voilà, peut-être avec tes collègues, peut-être avec des artistes aussi. S'il y a des artistes en résidence qui veulent venir voilà, C'est une excellente idée. parler de leur travail. On sait que les artistes qui viennent juste pour un spectacle, ils n'ont pas le temps entre les répétitions, machin, ils ne sont pas toujours du coin. Mais voilà, sache qu'on est ouvert à la découverte d'artistes et du coup, ce sera un plaisir de t'accueillir avec ou sans accompagnement. Cette émission se termine, comme d'habitude, avec l'agenda. On salue Michel, voilà, qui, comme d'habitude, s'occupe de nous transmettre l'agenda de la radio. Un agenda très court, parce que c'est les vacances, donc Passion Sport est en vacances, 91% Made in Essonne également. Juste vous dire que... le jeudi 23 octobre, donc ce jeudi à 18h, vous avez rendez-vous avec Michel, Delphine et Léonie pour un inédit de Passion Livre Jeunesse avec donc toujours les recommandations lecture adressées aux adolescents et aux adolescentes. Donc ça, ce sera à 18h ce jeudi et à 19h un inédit de Passion Livre avec une interview de Stéphanie Pellerin qui vient présenter son dernier livre, Le Songe du Homard. Stéphanie Pellerin qui a déjà été reçue par l'équipe de Passion Livre. Donc voilà, un nouveau roman donc qu'elle vient nous présenter. Et cette émission se termine vraiment cette fois-ci. On salue Gérald qui malheureusement a dû nous quitter en cours d'émission, mais on le remercie pour nous avoir appris plein de choses sur l'étymologie des mots et on a hâte de le retrouver prochainement. Et merci Leslie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et rendez-vous très bientôt à l'EMC, l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge. On se quitte traditionnellement avec le dernier mot musical de l'invité. Toi aussi, tu as droit à ton coup de cœur musical. Un coup de cœur musical dont tu viens de nous parler, issu de la programmation. Pourquoi Fada Freddy ? C'était difficile de faire un choix. J'ai choisi Fada Freddy pour le côté joyeux et festif. Parce que j'avais envie de partir sur des notes un petit peu de fête. D'accord. Et puis, je trouve que ça reste un artiste qui est quand même assez qui a vraiment sa particularité avec ses chœurs qui vont faire toute la musique derrière lui avec le clapping, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc, il tape des mains et c'est vraiment très beau et j'avais envie d'un truc joyeux. Donc, voilà. Parfait. Fada Freddy, c'est pas mal. Très bien. Et Golden Cages ? Comme ça qu'on dit. Ouais. C'est le titre de son album. Tout à fait, c'est le titre de son album. C'est aussi une des chansons de son dernier album. Alors, pour tout te dire, j'ai hésité avec un autre titre de son ancien album. Mais du coup, on entendait moins les chœurs et je trouvais que celle-ci se prêtait plus à cette idée un petit peu de fête et de communion. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. C'est très représentatif de ce qu'on verra, de ce qu'on entendra quand on viendra le jeudi 4 décembre à l'espace Marcel Carnet. Voilà. Si vous aimez le titre qui va suivre, réservez tout de suite jeudi 4 décembre 20h30 à l'espace Marcel Carnet pour retrouver Fada Freddy. Encore un grand merci du coup aux participants de cette émission. On salue nos auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. Notre spectatrice, on avait Suzanne avec nous également ce soir qui est venue voir comment ça se passait. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux si vous voulez venir assister à l'émission. Il y a de la place, il y a une bonne ambiance. Et voilà, vous pourrez voir l'envers du décor, comment on enregistre 91% culture et même sur toutes les autres émissions de la radio. On se quitte du coup avec Fada Freddy, donc Golden Cages, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures culturelles. I'm not ashamed to walk down another way. Turn me away, I don't care anyway. My golden cage, yeah, I've left it all behind. But whenever freedom calls, it's too late to rewind. Fame, would I love to take you with me? Little bird, don't wanna set free. You seem to be comfortable with the shackles you drag all the time. You will know my destination when you free up your mind from the golden cages. You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages. I'm a rider of free tides and I'm ready for the world. My roof is the sky.
say my country is the earth. You may say I lost my head, I may say you're already dead. You sold your soul for this little comfort. Rain, would I love to take you with me? Little bird don't wanna set free. You seem to be comfortable with the shackles you drive all the time. You will know my destination when you free up your mind from the golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages. You got the right to vote, still you're treated like a servant. There is no justice with a knee on your throat. Hiding behind and hoping someone remembers you when you're just a number.